le face à face. Alors un livre à la fois important par sa dimension et encore plus important par son contenu. Corinne Lallot, Fausse pandémie, vrai mensonge. Comment on vous trompe en 10 leçons, enquête. Voilà, en général, c'est le développement en 10 leçons. Comment vous allez améliorer votre santé, votre bien-être en 10 leçons. Non, là, c'est pas du tout ça. C'est un sacré dépôt de bilan que vous avez écrit, que vous avez fait, Corinne Lallot. Je rappelle, quand même, pour ceux qui ne vous connaissent pas, encore beaucoup vous connaissent, bien sûr, vous êtes journaliste d'investigation, vous êtes grand reporter. Vous avez travaillé pendant des années, avec TF1, pour TF1, DV5 Monde ou France 3. Je rappelle, parce que c'est important de le dire, vous couvrez et révélez depuis 40 ans, vous avez le nuage de Tchernobyl, Greenpeace, l'affaire des Irlandais de Vincennes, le sang contaminé, le vaccin contre l'hépatite B, le Mediator ou encore le Levothyrox, tous ces scandales, qu'ils soient de santé ou autres, qui ont émaillé effectivement nos dernières décennies. Et puis là, et puis vous avez écrit des livres, Livre noir du médicament, se soigner sans médicaments de A à Z, le grand désordre hormonal et les perturbateurs endocriniens, on en parle assez souvent. Ça, c'est votre avant-dernier livre. Et puis, celui qui vient de paraître aux éditions Magnus, ce livre sur quoi? Eh ben, dans quelques jours, ce sera très exactement 5 ans, jour pour jour, le 15 mars 2020, que nous avons été confinés. Il faut se rappeler, on s'est tous retrouvés, d'ailleurs dans une grosse partie du monde, complètement enfermés pendant quelque temps, et tout ce qu'il y a eu comme conséquence. Et je me dis 5 ans, Corinne Lallot, 5 ans, ça fait quand même... Et là, il était temps, d'ailleurs d'autres l'ont fait, mais vous l'avez fait de manière très exhaustive, justement de signifier le dépôt de bilan, en tout cas de faire l'audit de tout ce qui s'est passé. Alors justement, je voudrais juste, c'est pas pour monopoliser la parole, au contraire, mais vous dites, et je voudrais qu'on commence un peu, vous dites, le sommaire est déjà très parlant, 10 mensonges pandémiques, mais aussi 10 leçons à tirer pour ne pas se laisser tromper la prochaine fois. Donc c'est toute l'histoire du Covid, avant, pendant et après, enfin on espère après. Mais justement, Corinne Lallot, si les gens lisent ça, vous disent « Ah, mais c'est le bréviaire du complotisme, mais c'est complètement, voilà, on nous a trompés, on nous a enfumés, on nous a obligés à nous vacciner, etc., etc. » Déjà, au départ, vous dites « Attention, complotisme est une chose et lanceur d'alerte est autre chose. » Alors, qu'est-ce que vous pourrez répondre aux gens qui vont dire tout de suite « Mais vous avez fait un livre de complotiste ?» Ce que je vais leur répondre, c'est que moi je suis journaliste, ça fait 40 ans maintenant, donc j'ai commencé à dénoncer des mensonges d'État. On appelle ça des mensonges d'État. Avant, ça s'appelait des mensonges d'État. C'est vrai. Et puis quelqu'un qui dénonçait un mensonge d'État, c'était un journaliste qui faisait son travail, en gros, quoi. Oui, on disait ça, on appelait ça comme ça, c'est vrai. Voilà. D'ailleurs, Albert Londres, le grand, voilà. La plume dans la plaie. On est là pour mettre la plume dans la plaie. Voilà. Et donc, moi, j'ai fait toute ma carrière justement en essayant d'être au plus près de la vérité, selon vraiment les principes que j'avais quand j'ai commencé dans le travail. En enquêtant, en allant voir, en allant vérifier. Voilà. Avec à chaque fois une sensibilité environnementale. Et donc, aussi bien sur l'agriculture que donc après sur la santé, parce que tout est lié effectivement entre l'agriculture, la santé, les pesticides. Et j'ai commencé à m'intéresser à tout ce qui était environnemental à une époque où c'était pas du tout la mode. Donc j'étais à peu près la seule dans la rédaction à m'intéresser à toutes ces affaires-là. Et quand est arrivé, par exemple, le nuage de Tchernobyl, ouais. Eh bien, le gouvernement disait à l'époque que le nuage s'était arrêté à la frontière. Absolument. Il n'allait pas franchir la frontière. C'était tellement beau la France qu'il allait épargner. Oui. Qu'il était resté de l'autre côté. Et à l'époque, moi j'ai su que effectivement c'était pas le cas. On m'a alerté. Et à cette époque-là, c'était une jeune avocate qui s'appelait Corinne Lepage, qui m'avait parce que justement j'étais en contact avec elle sur d'autres affaires. Bien sûr. En particulier l'affaire du pont de l'île de Ré, qui n'était pas encore construit à l'époque. Et donc, elle avait fait toutes les rédactions de Paris pour dire attention, c'est bizarre, en Allemagne, il y a de la radioactivité, mais en France, on dit qu'il n'y en a pas. Et aucun journaliste n'était allé sur place. Et moi, j'avais proposé d'y aller. Et tout de suite, à TF1, on avait dit OK, vas-y. Et j'y étais allée. Et c'était une époque où, effectivement,
il y avait une certaine liberté de la presse, et dans les rédactions, il y avait une diversité, je dirais une biodiversité, ce qui fait qu'il y avait des gens qui pouvaient dire non, il s'est pas arrêté, et puis d'autres qui pouvaient dire il s'est arrêté. Et vous avez pu publier ce que vous aviez sans problème. Le jour même, ouais. J'ai été à la frontière avec une salade dans les mains, donc j'étais côté allemand où on pouvait mesurer que la salade était radioactive avec les autorités sanitaires allemandes, et puis on allait côté français avec la même salade, et là circuler, il y a rien à voir, tout allait bien. Voilà. Ouais. Et donc, ça, c'est passé à la télé, le soir même. Et le lendemain. À la télé. À TF1, au journal de 20h, à TF1. À l'époque, oui. À l'époque. Ouais. Et personne m'a dit c'est complotiste. Non, et pourtant, le nucléaire, c'était vraiment un enjeu de taille. Hein. C'était vraiment le secret des secrets. Il fallait rien dire sur le nucléaire, et pourtant, ça passait. Et le lendemain, vous aviez dans le journal de 13h de Jean-Claude Bourret, ouais, les autorités sanitaires qui venaient s'expliquer et effectivement montrer que effectivement il y avait de la radioactivité, et là ils ont montré les cartes. Vous avez éventé la chose, vous avez dit voilà les faits, le roi est nu, voilà les faits. Alors justement, on pourra en parler très longtemps de toutes les enquêtes que vous avez faites, Corinne Lallot. Mais alors justement, venons-en à ce Covid, ce SARS-CoV-19 qui nous a beaucoup occupés en tout cas, et sur lequel vous dites on nous a beaucoup trompés. Et vous le dites et vous le montrez. Alors, je voudrais juste, on va pas énumérer tout ça, je renvoie au livre, vraiment, c'est un livre, je vais vous dire, quelle que soit votre opinion sur le Covid, sur les vaccins, etc., lisez ce livre. Lisez ce livre parce que il est bourré de documents, il est bourré d'informations, et puis il raconte, et puis à vous de vous faire une opinion, mais franchement, prenez le temps de le lire et prenez le temps de voir. C'est quand même quelque chose qui nous a impacté à tout niveau, psychologie, j'allais dire environnemental, pas gouvernemental, mais gouvernemental aussi. Alors, je voudrais juste commencer. Vous disiez quand même, et ça on pourrait dire, l'opération Covid était préparée depuis longtemps. Déjà, en quelques mots, comment on sait aujourd'hui vraiment que c'était préparé depuis longtemps? Donc, c'était un plan organisé, dites-vous. Alors, d'abord, ce livre, il est factuel. Donc, tout ce que je dis est sourcé, ce sont des faits. Alors, vous donnez vos sources, vous donnez tout ça. Donc, n'importe qui peut au moins aller chercher les sources. D'accord. Donc là, il y a un travail énorme, parce qu'il a fallu sélectionner, il a fallu retrouver les sources, et chacun peut prendre le livre, regarder les sources, et ensuite se faire son opinion. C'est factuel. Alors, comment c'était préparé? D'abord, il y a déjà eu des premières tentatives. Moi, je dis qu'il y a une fraude. Cette fraude, elle est planétaire. Quand il y a une fraude, vous voyez, tous les jours, il y a des victimes de fraude, la fraude à la carte bancaire. Tous les jours, des gens sont victimes de fraude. Tout à fait. Bon, les gens qui sont victimes de fraude, on va pas les traiter de complotistes. Ils sont victimes de fraude. Bon, eh ben, ils y peuvent rien. Mais par contre, ce qu'ils peuvent faire, c'est essayer de se renseigner pour pas se faire avoir une fois supplémentaire. Ou même de porter plainte, d'ailleurs. Ils peuvent porter plainte. Aussi, oui. Mais ils peuvent porter plainte. Mais vous allez voir que quand vous êtes victime d'une fraude, vous pouvez porter plainte, il ne se passe pas grand-chose. Alors justement, revenons à ça. Vous dites qu'il y a eu des précédents, vous pensez à H1N1 notamment? Alors, le précédent, il y a eu deux précédents. Oui. Le premier précédent, tout le monde l'a oublié, c'est en 1976, lorsque, aux États-Unis, sous Gerald Ford, il y a eu une première tentative de pandémie, et ils ont dit il y a une grippe, et donc tout le monde doit se vacciner, et cette grippe peut devenir pandémique. 1976, oui. On l'a oublié. On l'a oublié, mais il y a quand même eu plus d'un quart de la population, presque la moitié de la population américaine, qui s'est fait vacciner. Parce que l'idée, après, c'est de forcer la population à se vacciner. Et qu'est-ce qui s'est passé en 76? Il y a eu 25 décès après la campagne de vaccination. 25 décès en tout. Ouais. En tout. Ouais. Et la campagne de vaccination a été interrompue en catastrophe. Vous voyez, en 76. Bon. Intéressant. H1N1 maintenant. Bon, juste pour vous dire que après 25 décès, on a arrêté. Actuellement, les chiffres concernant Covid et vaccination Covid, ça va de 38 000 officiellement
décès, 38 000, on n'est plus à 25. On est à décès attribués au Covid. Attribués sur le registre du VAERS officiel. D'accord. Et puis les calculs de certains chercheurs, dont Denis Rincourt, qui est un chercheur canadien, là ça monte à plusieurs millions. Ouais. Voilà. Alors entre 38 000 et plusieurs millions, ça fait une sacrée différence quand même. Oui, parce qu'il y a les décès qui sont notifiés, Ouais. et on sait qu'il y a très peu de décès notifiés, ou même d'effets secondaires notifiés par rapport à la réalité. Il y a très peu de remontées. Et après, il y a les calculs, et ensuite, il y a les statistiques pour voir est-ce qu'il y a beaucoup de morts ou pas. Ouais. Et donc, on revient donc à 76. Qu'est-ce qui s'est passé ensuite ? H1N1, 2009, 2010. 2010, oui. Alors là, pandémie H1N1. En France, on s'en souvient, personne n'est allé se faire vacciner. 6% à l'époque des Français se sont fait vacciner parce qu'ils n'y ont pas cru. Bon. Et à ce moment-là, donc moi j'étais à TF1, j'ai fait un reportage pour expliquer les mensonges de l'OMS. Comment l'OMS avait Organisation exagéré, mondiale de la santé. l'Organisation mondiale de la santé avait exagéré la pandémie H1N1, donc la grippe porcine, on avait dit à l'époque. Et donc, j'ai pu faire un reportage qui est passé à TF1, pareil, aux 20h, où on dénonçait les mensonges de l'OMS. Ce qui est impossible, ce qui a été impossible pendant le Covid. C'était impossible de dénoncer un mensonge de l'OMS parce que l'OMS a été considérée comme la vérité incarnée. C'est ça. L'alpha et l'oméga, on ne pouvait pas. C'était presque l'évangile. On va pas démentir l'évangile pour les croyants. Donc c'était considéré par les fact-checkers, donc c'est les gardiens de la doxa, c'est-à-dire la police politique. On n'avait pas le droit de critiquer l'OMS. Alors que au moment du H1N1, on s'est pas gêné pour le faire. C'est-à-dire qu'on pouvait passer ce que vous dites, que ce soit pour Tchernobyl ou H1N1 aux 20h de TF1, tandis que là, depuis 2020, c'est les 20h, c'est terminé, quoi. Vous pouvez pas parler de ça. Et je parle pas que de TF1 parce que tout le monde c'est pareil. Tout le monde c'est pareil, aussi bien en France, aux États-Unis, partout, il y a une mise en coupe réglée de l'information. Donc moi, je suis à un poste d'observation qui est que depuis 40 ans, je suis au cœur de la machine médiatique. Donc j'ai bien vu comment finalement la liberté de l'information a régressé. Et donc là, ça a été le summum effectivement pendant le Covid. Mais le H1N1, ce qui s'est passé, c'est que après il y a eu une instance qui s'appelle le Conseil de l'Europe. C'est pas le Conseil européen de l'Union européenne, mais c'est le Conseil de l'Europe. Oui. Bon, eux, ils ont mis en accusation l'OMS. Et ils ont fait un rapport qui s'appelle le rapport Flynn. Et quand on regarde ce rapport, on pourrait le prendre maintenant et ce serait la même chose parce que qu'est-ce que dit-il ce rapport ? Il dit l'OMS a exagéré donc la pandémie H1N1. Ils ont des conflits d'intérêts à n'en plus finir. Ils ont fait peur aux gens avec les médias à leur botte, et ils tressent un bilan, et ça s'appelle le rapport Flynn. Et que s'est-il passé après ce rapport qui a dénoncé la corruption à l'intérieur de l'OMS? Il s'est rien passé. Il s'est rien passé. Le rapport a été étouffé. Donc je ressors ce rapport. Oui, franchement, dans le livre. Oui, absolument. Je le ressors. Et on va juste parler de ça, et puis il faut rappeler les millions de doses de vaccins qui n'ont jamais été vendues à l'époque, puisque personne n'est venu se faire vacciner. Il faut rappeler ça. Les Français ne sont pas allés se faire vacciner, donc à la poubelle. On en parle juste après cette petite pause. Encore une fois, un livre absolument passionnant à lire, un dépôt de bilan de ce qui se passe depuis des années, et effectivement depuis 5 années spécifiquement, de Corinne Lalo. On en parle tout de suite après, et évidemment, je vous rappelle le numéro, si vous voulez ensuite poser des questions, 0826 300 300, 0826 300 300. À tout de suite. Sud Radio Berkhoff dans tous ses états, midi 14h. André Berkhoff. Eh bien, il nous faudrait en fait 3 ou 4 heures pour parler de ce livre, pour parler effectivement de ce que contient le livre de Corinne Lalo, parce que il raconte toute cette opération, et c'est absolument passionnant en tout cas à lire, et de voir, alors évidemment, ceux qui sont contre vont dire mais non, c'est faux, sauf que Corinne Lalo est une journaliste, encore une fois elle a dit, ça fait 40 ans qu'elle fait ce métier, et elle a sourcé toutes ces informations. Mais alors, revenons à ceci, Corinne Lalo. Vous dites que l'opération Covid était préparée depuis longtemps et que au commencement était la Chine.
On peut le dire. Je dirais pas au commencement était la Chine. Je dirais au commencement étaient les États-Unis et la Chine. Ah, les États-Unis C'est et la une Chine. coproduction D'accord. entre États-Unis et Chine. Et si on regarde, et même je dirais, il y a une collusion. Vous voyez ? Ah oui, carrément. C'est Alors une montrez collusion. là. Julien, est-ce que on voit? Oui, allez-y. C'est une collusion avec Oui. un ensemble de personnages. J'explique qui sont les personnages, je donne les noms. C'est une petite bande organisée qui effectivement détient des lieux de pouvoir. Mhm. Et en particulier, ils ont réussi à fabriquer des virus militarisés. Mais pourquoi Les- faire? Alors juste quand même, parce que ces gens-là, bon, je veux bien qu'ils ne soient pas les anges descendus du ciel, mais pourquoi en fonction de guerres futures? Pourquoi? Déjà la motivation, fabriquer des virus militarisés, pourquoi? Il faut savoir que quand même depuis la Deuxième Guerre mondiale, les grandes puissances ont des laboratoires où ils militarisent, c'est-à-dire ils rendent pathogènes Ça. des microbes. Pour une guerre biologique future, Voilà. éventuellement. Ouais. Donc on sait que l'Union soviétique avec plusieurs laboratoires, les États-Unis, la France en a, et donc dans ces laboratoires, on joue avec des virus Bien sûr. et on s'amuse à pouvoir en faire des armes. Bon, D'accord. donc ça existe, c'est pas Ça existe complotiste depuis de oui. le dire, ça existe, bon. Et ça n'a jamais cessé. Ce qui s'est passé, c'est que quand il y a eu la chute de l'Union soviétique, les Américains ont récupéré des hommes, des chercheurs, dont le fameux Ken Alibek, qui a écrit un bouquin sur les germes. Donc ils ont récupéré tous ces gens-là pour les États-Unis. À la sortie de la guerre, ils ont aussi récupéré les Japonais, en particulier un Japonais. Et puis les Allemands, Wernher von Braun et compagnie, rappelons-nous. Avec oui. l'opération Diffusé. Paperclip. Tout à fait. Donc ils ont récupéré tous ces gens-là et ils ont continué à faire des laboratoires biologiques en vue de préparer une guerre biologique, mais officiellement, ils préparent des vaccins au cas où eux seraient attaqués par les autres. C'est ça, pour être immunisé ou immuniser soi-même. Donc ils font semblant d'utiliser un prétexte civil Je comprends. pour fabriquer Alors, une arme militaire. Revenons à ce que vous appelez la collusion sino-américaine. Donc, vous voulez dire que l'Amérique a sous-traité ou a pris la Chine comme prestataire de services pour fabriquer des virus, effectivement, à une possible utilisation militaire. Et on arrive là au laboratoire, au fameux laboratoire de Wuhan. Voilà. Oui, alors montrer cette... Julien, il faudrait montrer aussi cette carte, c'est bien. Alors, de quoi... Alors, décrivez cela, Corinne Lalo. Eh bien, ce qu'on voit sur cette carte, c'est qu'il y a un personnage qui s'appelle Anthony Fauci. Donc je dis qui sont tous ces personnages, Ouais, ils sont bien dessinés. sûr. Monsieur Santé des États-Unis Voilà. depuis 4 présidents. Hein, il a. Faut Oui, le rappeler. et donc Anthony lui, Fauci, et oui. chapeautait aussi bien la recherche des pathogènes biologiques, aussi bien civils que militaires. D'accord. Donc il faisait les deux. Et que fait-il, ce monsieur? Il finance la manipulation de virus chez les Américains, avec un certain Ralph Baric, qui est de l'université de Caroline. Oui. Et donc, lui, Ralph Baric, c'est le pape du trafic des virus. En gros, parce qu'il est capable de fabriquer des virus chimères à partir d'espèces différentes. Voilà. Donc, par exemple, un C'est le virus... grand fabricant et artisan et puzzle de virus, quoi. Des frankenvirus. Des en frankenvirus, gros, des ouais, frankenvirus. Et donc cet Américain qui est le plus fort, lui, il a une coopération avec les Chinois. Et les D'accord. Chinois, chez les Chinois, une certaine Madame Xi, qui travaille au laboratoire de Wuhan, Le fameux laboratoire de Wuhan, oui. qui a Tout été conçu au départ par les Français. Tout à fait. Bon. Eh bien, cette personne, Madame Xi, reçoit de l'argent des Américains, donc de l'armée aussi américaine, pour fabriquer des virus artificiels, et elle-même dépend de l'armée de libération populaire chinoise. D'accord. Oui, elle travaille pour le régime chinois, tout à fait. Qui est officiellement une dictature, puisque c'est dans la Constitution. Hein, la Chine est officiellement, Oui, la c'est Chine pas... Oui, d'accord. est l'ennemi des États-Unis. Donc il faut qu'on nous explique comment
le contribuable américain a payé pour des fabriques de virus en Chine, avec une parfaite collusion. Donc, et ça nous amène effectivement là, et c'est très intéressant, c'est que ça nous amène à ce qui s'est passé à Wuhan en 2020. Ben oui, parce que que se passe-t-il quand en 2020 apparaît un virus à Wuhan? Donc c'est les Chinois qui disent on a trouvé un virus, on le dépose dans une banque de gènes. Bon, ils ont trouvé un virus. Ok, ils disent qu'ils ont trouvé un virus. Mais que se passe-t-il? Un nouveau virus, en quelque sorte. Un nouveau virus. C'est ça. Bon, d'accord. Un coronavirus. Un coronavirus, oui. Bon, et donc que se passe-t-il? Ce fameux coronavirus, quand on regarde les écrits de Madame Xi, les écrits de Baric, tous depuis plus de 20 ans, ne travaillent qu'à une seule chose, à faire en sorte que ce virus-là, ce coronavirus, devienne pathogène pour les humains, alors qu'il ne l'est pas. Depuis 20 ans, ils ne font que ça. Vous voulez dire qu'ils deviennent pathogènes, oui, qu'ils deviennent effectivement, qu'ils nuisent aux... Enfin, qu'ils deviennent virulents. Virulents, parce que c'est un virus qui vient des chauves-souris et qui normalement ne peut pas infecter les humains parce qu'il y aurait un saut de barrière d'espèce. Et eux travaillent presque à infecter les humains, enfin, pour qu'on puisse infecter les humains. À faire en sorte que cette barrière d'espèces soit franchie. Mais je vous repose la question que je vous avais posée avant, Corinne Lalo. Pourquoi est-ce que ce sont des monstres? Pourquoi? Ou c'est au service de la guerre biologique future? Est-ce que c'est ça? Parce que on comprend pas, on veut bien, encore une fois, ce ne sont pas des anges, c'est le moins que l'on puisse dire. C'est quoi? C'est parce qu'ils sont payés pour dire, attendez, préparons des virus, on verra bien ce qu'on en fera. Pourquoi le rendre pathogène? Parce que la justification, elle vaut ce qu'elle vaut, mais c'est la justification officielle. Hein. Oui. C'est de dire, puisque un virus pourrait éventuellement devenir pathogène pour les humains, eh bien, on va faire en sorte, nous, de le provoquer et de préparer le vaccin. Ah oui, il devient pathogène, mais en même temps, derrière, il a l'immense marché du vaccin qui se profile. D'accord. Voilà. Donc, eux-mêmes vont dire, ah ben non, nous, c'est pour la bonne cause, puisqu'on va préparer le vaccin. Maintenant, est-ce que ça vaut le coup de prendre le risque de rendre un virus qui est inoffensif, de le rendre pathogène, pour ensuite dire qu'on a un vaccin? Tout ça se discute. Et effectivement, c'est hallucinant quand même. Franchement, on pourrait dire c'est pas possible que ça se passe comme ça, quoi. Mais c'est comme ça que ça se passe. C'est comme ça. Ouais. Et il y a un document qui est extraordinaire parce que il dévoile tout. C'est un document qui s'appelle Diffuse. Voyez. Diffuse. Oui, on va le montrer également à l'écran. C'est un document qui est sorti. Et qui est sorti dans le domaine public, pas tout de suite en 2020. Diffuse, D-E-F-U-S-E, c'est ça? Voilà. Diffuse, et qui est un document. Sorti quand, pardon? Il est sorti en 2021-22. D'accord. Voilà. D'accord. Et il est sorti parce qu'il y a des lanceurs d'alerte qui travaillaient à l'intérieur donc de la DARPA, de l'agence de défense américaine, qui ont sorti ce document et qui montre. Et il explique exactement comment une association qui s'appelle l'ONG EcoHealth Alliance, qui est dirigée par un certain Peter Daszak. Peter Daszak, oui, dont on a C'est pour ça qu'il donne tous les noms et voilà. Et donc ce Peter Daszak, lui, il finance Madame Xi. D'accord. La chinoise, qui est surnommée la Batwoman, parce que c'est la spécialiste des chauves-souris. Donc Peter Daszak, il finance Madame Xi pour fabriquer des virus pathogènes. Artificiels, qui se trouvent être, à la fin, le jumeau du fameux coronavirus qui est sorti en 2020 et dont on a dit que c'était un virus pandémique. L'exact jumeau. Le jumeau. Le jumeau, oui. Voilà. Et qui travaille aussi avec Peter Daszak et Madame Xi, eh bien, le fameux Ralph Baric, qui lui a trouvé le moyen de rendre le virus pathogène. Voilà, donc vous avez parlé, et tout ça sur la supervision aussi. Anthony Fauci est déjà présent, bien sûr, là-dedans. Ah, c'est lui qui finance tout. C'est lui qui finance tout. C'est le grand Manitou. D'accord. C'est le grand Manitou. Passionnant. On va continuer à en parler parce que on se dirait un roman policier, un roman de science-fiction. Eh ben, pas du tout. C'est pas de la science-fiction. Je ne sais pas si c'est de la science. Je ne sais pas si c'est de la fiction, mais il y a quelque chose quand même qui est tout à fait troublant. On en continue d'en parler avec Corinne Lalo tout de suite après cette petite pause.
Sud Radio Berkov dans tous ses états, midi 14h. André Berkov. Et nous continuons à parler de ces fausses pandémies, mais vrais mensonges, qu'inventorie vraiment dans un livre passionnant. Corinne Lalo, c'est aux éditions Magnus. Comment on vous trompe en 10 leçons. Alors je ne sais pas si on a été entièrement trompé ou à moitié trompé, mais en tout cas les informations sont là, accumulées, et à vous de les voir, à vous de les sourcer, et à vous d'en prendre connaissance, et surtout à vous de vous faire votre opinion. Corinne Lalo, justement, on va parler de Wuhan, on va parler de la préparation, mais on se rappelle tous évidemment qu'au départ on a parlé de ce virus qui est né d'un pangolin, une chauve-souris. On nous a servi ça pendant des mois, jusqu'à un moment où on disait, mais les premiers qui disaient ça, ça peut être une fuite de laboratoire. Wuhan, on disait, mais encore une fois, oui, complotiste, sulfureux, quand vous traitez pas à la droite d'Adolf Hitler. Alors, qu'est-ce qui s'est passé donc? Alors, racontez-nous. À Wuhan, etc. Ça a été une fuite, ça a été voulu, ça a été quoi? Une fuite, actuellement, qui dit que c'est une fuite? Il y a eu des rapports, il faut savoir que depuis plusieurs années, il y a eu des rapports de parlementaires américains où ils parlent de fuite de laboratoire. Oui. Ce qui est une façon de reconnaître que le virus est artificiel. Oui. Voilà. En tout cas, qu'il est né dans un laboratoire, en tout cas, voilà. Qu'il est artificiel. Oui. Et donc, ce virus est reconnu maintenant comme étant artificiel. Bon. Il est reconnu par tout le monde maintenant? Ah non, parce qu'il y en a qui vont toujours dire non, mais ils vont toujours nier, mais les preuves sont là. Quand vous prenez, par exemple, je vais vous le montrer comme ça. Oui. Vous prenez le virus. Oui. Tous les virus qui sont les plus proches. Oui. Les plus proches. Donc vous avez le pangolin, le fameux pangolin, la fameuse chauve-souris, et puis le premier virus qui était le SARS-CoV-1. Ça c'est le pangolin, la chauve-souris là-haut, oui. Voilà. Mettez-le un peu à votre gauche, Julien. Oui. Et puis, surtout le dernier, donc notre fameux coronavirus de Covid. Oui. Qu'est-ce qu'il a de différent? Vous voyez? Il a une espèce d'insertion, là, qui s'appelle site-furine. Voilà. Il se voit comme le nez au milieu du visage. Vous voyez? Pour tous ceux qui ont examiné les séquences, là. Voilà. Donc, cette séquence-là, elle n'a rien à faire dans ce virus. Parce que si elle était naturelle, elle aurait évolué avec tout le reste du virus. Or, il n'y a rien qui a évolué dans le virus. Il y a juste cette séquence qui est arrivée comme un ovni et qui est posée au milieu. Ce qui est une signature d'un trafic. Voilà. C'est ce que disait le professeur Montagnier, Exactement. prix Nobel de médecine, qu'on a traité de sénile, etc., qui a été renvoyé à ses cordes avant sa mort. C'était assez... Mais le professeur Montagnier n'était pas le seul à le dire, parce que lui-même se basait sur le travail de chercheurs indiens qui avaient pu mettre en relief cette fameuse insertion. Et même des Français ont montré que c'est étonnant, cette insertion-là. Ouais. Ce site-furine qui est arrivé d'un coup et qui est complètement et alors on dit, alors il est arrivé comment celui-là? On sait aujourd'hui? Eh bien, on le sait très bien, puisque c'est ce que je vous ai dit tout à l'heure. C'est Ralph Baric, l'Américain. Le grand chimiste, le grand alchimiste, si on peut dire. Qui a lui-même découvert en 1997, ça date pas d'aujourd'hui, que en fait c'était ce site-furine-là qui pouvait permettre le saut d'espèces. C'est-à-dire que c'était ce site-furine qui pouvait permettre à un virus de chauve-souris de sauter la barrière d'espèces et de se retrouver pathogène pour l'homme. Alors, donc il est arrivé par Ralph Baric. On continue ce feuilleton, ce feuilleton en tout cas, qui nous a tous mobilisés sur la planète. Donc, le virus, alors on ne sait pas. Oui, vous dites fuite ou pas fuite, on ne sait pas. Oui. Si. Alors, ce qu'on peut dire maintenant, avec une quasi-certitude, c'est que le virus est artificiel. Voilà. Il y a les preuves, il y a les empreintes, on sait ce qui a changé, ce qui a été mis, ce qui a été inséré. D'accord. On le sait. Bon, mais alors, après, comment il est... Il est artificiel. Oui. Bon, maintenant, est-ce qu'il a été diffusé accidentellement ou volontairement? Ça, on ne sait pas, très franchement. On ne sait pas. Ouais. Il a été diffusé, mais on ne sait pas si c'est une fuite accidentelle ou une fuite voulue. Voilà. D'accord. Et si c'est une fuite voulue, ce qui est très vraisemblable,
Ah, vous n'en savez rien, Corinne, franchement. Alors, je dis vous êtes journaliste professionnelle et voilà. Artificiel. Pourquoi je dis c'est vraisemblable? Oui. Parce que au moment où il y a eu les premiers cas, il y a eu une espèce, là encore, d'exagération des autorités sanitaires chinoises, américaines, OMS. Il n'y a pas eu juste on va essayer d'étouffer. Non, c'est là où il y a eu une exagération énorme. Il n'y avait pas de mort. Il y avait 0 mort. Mais par contre, on a commencé à faire comme si c'était hyper grave. Et il y avait une volonté de dramatiser la situation, exactement comme H1N1. Ouais. Et comme le rapport Flynn avait dénoncé l'OMS, qui avait dramatisé la situation avec H1N1 et qui avait en gros fabriqué des pandémies. Mais alors Corinne Lalo, vous dites qu'on a commencé à parler de pandémie, quand exactement? Quand on a dit c'est une pandémie, ça veut dire mondiale, etc. C'est l'OMS qui a proclamé ça? Oui, parce que l'OMS s'est arrogé le droit de décider quand il y a des pandémies et quand il n'y en a pas. C'est un droit nouveau. L'OMS, c'est pas son boulot. Son boulot, c'est de reconnaître au bout d'un moment s'il y a beaucoup de morts ou pas. Tandis que là, préventivement, elle dit ah non, mais ce virus-là... Mais elle l'a dit quand? Elle l'a dit quand? Eh bien, c'était le 11 mars. C'est ça, mars 2020. Mais en fait, avant d'arriver à dire c'est une pandémie, il y a tout un système, une gradation, où l'OMS dit d'abord c'est un événement d'urgence internationale, et là, ça lance toutes les histoires de vaccins et tout. Or, dès le lendemain du jour où les Chinois ont dit on a trouvé un virus, paf, il y avait déjà les vaccins qui étaient prêts. Ça, on est sûr de ça. Ah mais c'est sûr, il y a on les est dates. sûr que les vaccins étaient prêts dès la première annonce par les Chinois. Voilà, c'était le 10 janvier, et vous aviez sur le site internet des Américains, du fameux Fauci, le vaccin Moderna qui était prêt. Et même les patrons de Moderna disaient lui-même, en revenant de Davos, parce que c'était à Davos, il dit l'année prochaine va y avoir une pandémie, donc il faut commencer à se préparer à faire les vaccins. Mais ils avaient déjà la séquence génétique du vaccin. Ouais, en tout cas, ça pose vraiment question, c'est le moins que l'on puisse dire. Et alors justement, passons, parce qu'encore une fois, on arrive à cette séquence, encore une fois, qui a 5 ans pratiquement jour pour jour, où le pouvoir politique, en fait, et je parle pas seulement du pouvoir français, etc., on va parler mais quand même, parlons un peu du gouvernement et des politiques. Il entre en jeu quand, en fait? Quand il commence à dire, attendez, là, il faut faire attention, ça risque d'arriver, il faut prendre des mesures, et on va pas détailler tous les masques et les gestes barrières. Au début, le masque ne servait à rien. Non, et rappelez-vous, enfin, vous le savez mieux que personne, Agnès Buzyn qui disait, non, mais en France, il n'y a pas de problème, ça se passe en Chine, mais on a mis dans les rapports des petites affiches et ça va faire décourager les virus. Enfin, ça a commencé à prendre quand chez les politiques? Les politiques, ils étaient au courant de pas grand-chose, honnêtement, parce que on a bien vu qu'ils ne décidaient pas. Tout se passait au niveau supranational. Toute la décision au niveau supranational. Alors après, on va dire c'est complotiste parce que ça veut dire que justement il y a un gouvernement secret, voilà. C'est là on va dire complotisme. Eh bien oui, et ils s'étaient organisés, ils ont même fait des simulations. Et vous avez des simulations en octobre 2019. Vous avez une simulation. Octobre 2019, oui. Oui, donc là, avant de déclarer, vous avez une simulation qui s'appelle Event 201. Oui. Et dans cette simulation, vous avez tous les acteurs principaux de l'OMS, les Fauci, les autres. Ils ont fait une conférence qui avait été faite. Une simulation, un exercice sur table, où ils ont dit voilà. Il va se passer un événement avec une pandémie, un coronavirus qui va s'appeler. Et tous les acteurs que vous avez cités étaient là. Enfin, ont participé. Ils participent. D'accord. Et ils se préparent. Ils se préparent en disant voilà comment on va faire. Quand ça va arriver, il faudra se préparer comme ça, il faudra faire ci, il faudra faire ça, et tout est préparé. Donc ils ont un plan.
D'accord. Tout ça est officiel. Oui, mais alors dites-moi, Corinne, les politiques, quand même au courant, ils sont pas tous décérébrés ou lobotomisés. Ils ont accepté comme, en fait, ils se sont dit scientifiques, ce sont des médecins qui ont une réputation. Ils ont accepté tout comme vérité révélée ou pas? Oui, parce que ce qui s'est passé, c'est que ils préparent donc ces simulations, oui, et ils habituent les gouvernements à finalement recevoir des ordres. Il y a des donneurs d'ordres, et il y a des espèces de cénacles supranationaux. Oui, non, mais ça, qui ensuite font passer des plans. Oui, en fait, vous n'y connaissez rien, vous n'êtes pas spécialiste, nous on est spécialistes. Donc on va vous dire ce qu'il faut faire, et pour sauver la planète. Et vous appliquez ces plans. Bon. D'accord. Ce qui fait qu'en France, normalement, on avait un plan anti-pandémie. Eh bien, et dans tous les États, il y avait des plans anti-pandémie. Eh bien, les vrais plans anti-pandémie ont été mis dans des tiroirs. Ils ont jamais été sortis. Et tout d'un coup, il y avait des nouveaux plans qui sont arrivés d'en haut et qui ont été donnés aux gouvernants. Et si vous vous souvenez, les gouvernants, ils étaient au courant de rien. Et vous avez même Emmanuel Macron, juste avant le confinement. Oui. C'était il y a 5 ans, souvenez-vous. Il dit aux Français, surtout, ne changez rien à vos habitudes, allez au théâtre. Oui, puisque lui-même était allé au théâtre, bien sûr. On l'a mis au théâtre, Antoine, je me rappelle très bien. Il a dit, mais change rien à vos habitudes. Ne changez rien à vos habitudes. Quelques jours avant, Quelques jours avant. Ce qui montre bien qu'il n'avait aucune information. On va en parler tout de suite après cette petite pause. Et je crois que nous avons des auditeurs, Maud, je ne sais pas. Est-ce que nous avons des auditeurs? Oui, on a une auditrice. On en parle tout de suite après cette petite pause. À tout de suite. Sud Radio Bercoff dans tous ses états, midi 14h. André Bercoff. La formidable aventure, arnaque, trompe-l'œil, je ne sais pas comment il faut l'appeler, en tout cas fraude, dit Corinne Lalo, fausse pandémie, vrai mensonge, et je crois, Maud, nous avons une Vous avez auditrice. 2 appels, la première c'est Myriam qui appelle de Pertuis. Bonjour Myriam. Oui, bonjour, vous m'entendez? Très bien. Oui, bonjour. En fait, moi, j'ai pas vraiment de questions à poser à votre invité. C'était juste pour donner mon témoignage donc pendant le confinement en 2020. Oui. Pendant qu'on était confinés, donc moi je travaillais pas parce que mon magasin était fermé. Et donc je me rappelle très bien parce que c'était un jour férié, je crois que c'était le 1er ou le 8 mai. Et en fait, j'ai reçu un mail d'Amélie.fr qui me proposait un sondage. Il me dit, voilà, est-ce que si vous avez du temps, est-ce que vous pouvez répondre? Donc, comme on a été confinés et que j'avais que ça à faire, j'ai dit oui. Donc, j'ai répondu au sondage. Et en fait, c'était un sondage sur le Covid et surtout sur les vaccins. Et donc, ils nous posaient la question, savoir si on voulait si on avait le Covid, des questions si on voulait être soigné, si on avait Covid, est-ce qu'on serait soigné par l'hydroxychloroquine, est-ce que si quelqu'un de notre entourage était soigné, est-ce qu'il nous... Enfin, c'était des questions sur... D'accord, oui, sur comment se faire soigner, etc. D'accord. Comment se faire soigner si on avait... Est-ce qu'on serait d'accord pour se faire soigner avec l'hydroxychloroquine ou alors... voilà. Et ensuite, c'était, est-ce que s'il y a un vaccin, est-ce que vous seriez prête à vous faire vacciner? Et là, donc, on mettait oui, non. Et après, il y avait toute la liste. Donc, est-ce que si c'est un vaccin russe, est-ce que si c'est un vaccin américain, est-ce que c'est un vaccin français, est-ce que si c'est un vaccin chinois? Donc, on mettait à chaque fois, on pouvait cocher la réponse. Oui ou non, non. Et ensuite, du coup, c'était, est-ce que si c'est un vaccin qui a toute la sécurité, il est safe? Est-ce que vous le prenez et vous le prendriez, c'est ça? Il est quand même, donc pareil, est-ce que si le vaccin est russe, chinois, américain, français? Donc moi, à chaque fois, j'ai répondu non. Et du coup, en fait, après, après l'algorithme ne m'envoyait plus de questions, parce que comme je disais non à tout... voilà, vous n'étiez pas une bonne cliente. Vous n'étiez pas une bonne cliente. Voilà. Merci Myriam. C'était intéressant, effectivement, les sondages qui se passaient à ce moment-là, et donc c'était en mai, dit-elle. En fait, les vaccins sont arrivés... Ils sont arrivés à la fin 2020, en décembre. Fin 2020, oui, c'est ça, décembre. Oui, on préparait déjà. Ce qui est absolument pas normal, parce que pour développer un vaccin, c'est 10 années. 10 années.
Voilà. Vraiment, mais c'est génial. Oui, mais là, ils peuvent vous dire, enfin, on dit, oui, mais écoutez, il y a des vaccins qui peuvent se développer plus rapidement, et vous dites non, ça n'existe pas. Ça n'existe pas, c'est 10 années. Bon, là, ils ont accepté, les autorités sanitaires, de raccourcir les délais pour étudier la sécurité. Normalement, c'est 10 années. Bon. Et là, on de 10 ans à 10 mois, ou même pas. À 10 mois. Ouais. Bon. Ce qui est impossible pour vérifier la sécurité d'un vaccin. Bon. Donc, ils n'ont pas vérifié la sécurité. Donc, je donne dans le livre tout ce qu'ils n'ont pas fait. Ils n'ont pas regardé si c'était cancérigène, ils n'ont pas regardé ce que ça devenait dans le corps. Ils ont dit ensuite, c'est comme ça, on donne le feu vert. Donc, ils ont donné le feu vert après 10 mois, alors qu'ils n'avaient pas vérifié ni la sécurité du vaccin, ni l'innocuité, et ni le fait que c'était efficace. Donc, rappelez-vous, tous vaccinés, tous protégés, voilà. Et pas de transmission, pas de contamination, etc. Et surtout, ce qu'on nous a seriné, c'est que quand on vous injectait le vaccin, il restait dans le bras. Vous voyez, il allait nulle part ailleurs. Il quittait pas le bras. Mais si on regarde maintenant les dossiers d'homologation qui avaient été faits sur les animaux et où on voyait finalement, parce que tout ça c'est sorti après, eh bien vous voyez que les nanoparticules circulent partout. Du vaccin, on les retrouve partout. On les retrouve, même au bout d'une heure, hein, on les retrouve dans le foie. Au bout d'une heure. Ah oui, dans le foie, dans la rate, dans le cerveau, dans tous les organes, y compris dans le cœur. Et maintenant, on les retrouve 2 ans après, alors que c'était supposé disparaître très vite. On les retrouve encore 2 ans après. Ouais. Vous avez des traces des nanoparticules avec la fameuse protéine spike, qui est le modèle qui sert à fabriquer ce vaccin. Qui d'ailleurs est de la thérapie génique et n'est pas un vaccin. Alors, Corinne Lalo, tout ça est bel et bien, mais quelque chose, moi, que je voulais vous dire, quand même, et que beaucoup de gens peuvent vous dire, mais attendez, il y a eu des milliards de gens qui ont été vaccinés. Si c'était vraiment aussi, je dirais pas nocif, mais quand même très, je dirais très troublant, il y aurait des millions et des millions de morts. Il n'y a pas eu. Or, il y a eu des milliards de gens qui se sont fait vacciner à travers le monde. Donc, si c'était vraiment aussi nocif que cela, ou en tout cas, je dirais, enfin, aussi vraiment questionnable, je dirais, et pas vaccin, et pas comment il se fait qu'on ne peut pas dire qu'on a compté des millions de morts? Heureusement d'ailleurs, oui. Heureusement. Donc le vaccin n'était pas peut-être pas extraordinaire, mais n'était pas nocif. Deux choses. Oui, allez-y. Tous les lots n'étaient pas égaux. Tout le monde n'a pas eu les mêmes lots. Bon, il y a des études qui ont montré que, en gros, il y avait certains lots qui étaient extrêmement nocifs, d'autres qui étaient moyennement nocifs, et d'autres qui l'étaient pas du tout. Donc, ils ont vu par rapport au nombre de lots, chaque lot, le nombre d'effets secondaires qui étaient signalés, ou le nombre de morts. Donc, on voit qu'il y a certains lots qui étaient beaucoup plus toxiques que d'autres. Donc déjà, il y a ça. Et puis, ensuite, tout le monde n'a pas reçu exactement les mêmes doses. Oui, voilà. Il y a eu il y en a qui ont pris plusieurs doses. Et comme il n'y avait pas de vérification de ce qu'il y avait dans les vaccins, donc on ne sait pas, même dans certains vaccins, ce qu'il y avait. Vous voyez ? Ouais. Donc c'était possible aussi qu'il y ait certains vaccins qui étaient des vaccins placebo. Tout ça, il y a eu plusieurs études qui ont montré ça. Ce qui peut expliquer qu'il n'y ait pas autant de morts qu'on pourrait le croire. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que beaucoup de gens qui ont des soucis de santé, ou même qui sont décédés, on ne fait pas toujours le lien. Et puis certains n'ont pas déclaré la pharmacovigilance, et puis effectivement, enfin, en tout cas, ce que vous dites, et dans ce livre, c'est que non seulement la question est posée, mais que effectivement, il y a eu précipitation, et il y a eu incontestablement quelque chose qui s'est passé entre le marché des médicaments, Big Pharma, les vaccins, et puis cette pandémie. Et ce que vous dites, Corinne Lalo, c'est qu'il faut faire attention. Je dis qu'il faut faire attention, et je dis que ce vaccin qui en fait est de la thérapie génique, au point que Moderna lui-même, donc Moderna qui fabrique ce vaccin, oui, bien sûr. eh bien, écrit dans son rapport annuel financier
à la SEC, la sécurité, c'est la bourse américaine. Oui. Ils écrivent que leur produit ARN messager, modifié, en fait est considéré par la Food and Drug Administration comme de la thérapie génique. Pas comme un vaccin. La thérapie génique, c'est quoi la thérapie génique? Comme son nom l'indique, c'est de la thérapie. Oui, mais enfin, est-ce qu'il est effectivement, on va en reparler. Est-ce que c'est vraiment quelque chose d'efficace ou pas? C'est pas un vaccin, c'est de la thérapie. En fait, les questions sont posées, mais moi je vous renvoie au livre de Corinne Lalo. Vraiment, il faut le lire parce que il donne un certain nombre de renseignements qui sont inévitables, et je crois que la question aujourd'hui que va sortir, parce que tout va être mis sur la table, et je crois que nous serons amenés à nous revoir, Corinne Lalo, pour reparler de tout ça.